Bonjour à tous, vous regardez Photoreporter, je m'appelle Mathias Plantard et on continue notre petite visite au sein de l'agence Myope et je suis en compagnie aujourd'hui d'Alain Keller. Alain Keller dans Photoreporter l'interview, c'est parti. Alain, bonjour. Bonjour Mathias. Donc on est là, on continue un peu le petit tour au sein de l'agence Myope pendant ces rencontres d'art. Chaque photographe de l'agence s'empare un peu des lieux. Là, dans ton univers, on est dans quelque chose de très sobre, très neutre. On a un gris partout, des photos en noir et blanc. Tu vas nous raconter un petit peu tout ce dispositif, ce que ça raconte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour toi. C'est quoi pour toi la photographie, Alain? La photographie, c'est comme c'est une vision du monde. C'est cette vision du monde par le photographe tel que je le vois. C'est mon univers. Voilà, c'est un univers excessivement personnel. C'est un univers dans lequel il y a un cadre. Ce cadre, je me plonge dedans et il délimite ma sensibilité. La photographie, c'est un moyen d'expression, au même titre que la musique peut l'être pour des musiciens, l'écriture pour des écrivains, la peinture pour des peintres. Je suis ni musicien, ni écrivain, ni peintre, je suis photographe. Pour moi, la photographie était aussi le complément du voyage. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux comme compagnon de voyage, si ce n'est un appareil photo? D'accord. C'est une définition très surprenante. Je suis surpris d'entendre ça de ta part quand tu dis c'est quelque chose d'excessivement personnel. Parce que dans le photojournalisme, on va témoigner de ce qui se passe autour. Et ça me plaît beaucoup que tu me dises c'est quelque chose de très personnel. Oui. Tu sais, j'ai travaillé pour l'agence Sigma pendant pas mal de temps, donc j'ai été confronté à des situations de conflits, de catastrophes, des situations politiques, des choses, etc., etc. Et quelque part, on nous demandait à un moment de faire un genre de photo qui était un genre de photo qui pourrait se vendre dans tous les magazines. C'est-à-dire c'était quelque chose qui était plutôt neutre, mais ça ne correspondait pas avec les envies photographiques que j'avais pu avoir dès que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie. Quand j'allais en reportage, j'avais toujours sur moi un Leica avec un 35 mm ou un 50 mm, un film noir et blanc, et avec cet appareil, je faisais des photos différentes. C'est-à-dire, je ne faisais pas des photos qui serviraient à la presse, je faisais des photos pour moi qui correspondaient au regard que j'avais sur l'événement et qui étaient décalé par rapport à l'événement souvent. Et est-ce que du coup tu es passé de Sigma à Gamma, de Gamma à Myope? Est-ce que c'était dans cette... Il y a eu autre chose entre-temps. Le fait de quitter Sigma, je savais que j'irais à Gamma parce que j'avais des copains à Gamma et que c'était quelque chose d'intermédiaire. Je savais que je ne resterais pas longtemps à Gamma, mais c'était très difficile de quitter Sigma. Le patron, Hubert Enroth, que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup encouragé dans mon périple à Sigma, était très paternaliste et ça a été difficile de très difficile de le quitter parce qu'encore une fois il m'encourageait même s'il n'avait pas les mêmes visions de la photographie que moi. Petit détail qui est pas sans importance, on travaillait beaucoup, on gagnait beaucoup d'argent à cette époque. On gagnait très 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 bien notre vie. Donc après, je passe à Gamma où je reste 1 an, et à Gamma, on a une structure à part avec d'autres photographes, et c'est déjà les prémices des scissions et les prémices des collectifs. Gamma nous a accordé donc un local à part avec une assistante
avec un ordinateur. Donc on est en 88, les ordinateurs commençaient à rentrer dans les salles de rédaction, et là on s'est retrouvé à 5 photographes et on a refait le monde en se disant mais qu'est-ce que l'agence nous amène, puisque c'est nous qui choisissons nos histoires, c'est nous qui faisons les contacts, etc. Et ensuite, au bout d'un an, on est tous partis et on a fait des structures, des collectifs. Je suis allé avec Pascal Maître, Yves Gély, Jean-Luc Manot, Serge Chibert, Hélène Bamberger et François Guénet. On a fait Odyssée Images. Et Odyssée a été une période absolument extraordinaire, c'est-à-dire que on avait la liberté de travailler. Ouais. Je découvrais la couleur parce que je n'étais pas un coloriste, donc j'étais en compagnie de coloristes, donc ça m'a beaucoup appris. Et avec la liberté peut-être de justement proposer ces images personnelles. Alors on commençait à proposer nos images personnelles. Ceci dit, quand j'étais à Sigma, j'avais toujours fait des choix à part et j'avais fait des tirages que je gardais avec des images qui étaient personnelles. Et bon, Odyssée, ça a été une rupture et on a continué sur notre lancée. Ça a été une agence qui a marché très fort parce que les magazines, les journaux nous aimaient beaucoup parce qu'ils avaient un contact direct avec les photographes, ouais. Alors que dans les grandes agences, il y avait un vendeur qui passait. D'accord. Alors justement, on va revenir ici sur cette exposition. J'aimerais que tu me lises le texte. Bah bien sûr. L'exposition s'appelle Motel Paradiso. Les hommes se faufilent le long des murs, tels des ombres, le long des voies, des chemins de fer, le long des routes, toujours à l'écart comme pour ne pas se faire remarquer, baladés par la vie, par le vent, par le temps, comme bannis par le reste du monde, seuls les animaux leur restent fidèles. Il était une fois dans les Balkans, un pays qui se voulait exemplaire. Il naquit 2 fois après les 2 guerres mondiales. Il fut royaume puis république populaire. Après la mort du père, ses enfants voulurent se partager la terre, mais ce ne fut pas possible. Le chaos s'installa, les ténèbres remplacèrent la lumière, la désolation et la détresse s'emparèrent des hommes. Le pays disparaîtra, englouti par leur fureur. Le rêve deviendra cauchemar, l'errance accompagnera les routes, la solitude se transformera en folie. C'est la disparition de la Yougoslavie. Ouais, c'est un texte magnifique et qui, j'ai envie de dire, qui illustre. Alors c'est marrant parce que c'est un texte. Le texte illustre l'exposition et nous amène un regard différent sur ces photos. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce travail que tu as fait sur la Yougoslavie, s'il te plaît? Alors, ce travail, au départ, j'ai commencé à travailler sur la discrimination envers les Roms en Europe, y compris la France. C'est ça qui m'a amené plusieurs fois dans les Balkans, c'est-à-dire dans le Kosovo, Macédoine, Monténégro et Serbie. J'ai travaillé sur les Roms, donc j'ai été chercher les endroits où ils étaient, les conditions dans lesquelles ils vivaient, qui étaient bien entendu absolument terribles, puisque les Roms ont été des boucs émissaires comme d'autres minorités. Le travail, entre parenthèses, que j'ai fait sur les Roms minorités, c'est parce que j'avais commencé, ou j'avais abouti à un travail sur les minorités dans l'ex-monde communiste. C'est important d'en parler parce que ça découle un peu de ça, où j'ai fait le travail Vendeste, donc qui a fait le livre et qui a eu le prix Eugene Smith, et qui correspondait à une démarche personnelle. C'est-à-dire en faisant le travail, je me suis aperçu que je marchais sur les traces de ma propre histoire, puisque mes grands-parents étaient juifs polonais, ont quitté la Pologne, sont venus en France pour finalement être déportés et finir dans les camps de concentration, finir dans les chambres à gaz. Avant la guerre, la plus grande minorité transnationale en Europe, c'était la minorité juive. Après la guerre, la plus grande minorité transnationale, ce sont les Roms. Donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur les Roms. C'est en fait une continuation du travail sur les minorités. Et je me suis aperçu que, comme les Juifs avant, les Roms étaient devenus des boucs émissaires, et ils le sont toujours aujourd'hui. Et c'est une chose, bien entendu, qui ne devrait pas arriver dans l'espace européen, ça c'est très clair, ni ailleurs d'ailleurs. Ouais. Donc j'ai travaillé sur les Roms. Très vite, je me suis aperçu qu'effectivement leur situation était dramatique. C'était des sous-citoyens, des citoyens de deuxième
deuxième classe. Et chose particulière, les Roms, quand il y a eu la guerre au Kosovo, ont été accusés par les Albanais après le départ des Serbes, quand il y a eu l'intervention de l'OTAN, je crois que c'était en 1999. Et la première chose qu'ont fait les Albanais, c'était de brûler les maisons des Roms. C'est invraisemblable, j'ai des photos de ça, parce qu'ils les accusaient d'avoir collaboré avec les Serbes, alors que les Roms travaillaient quand ils avaient du travail, quand on leur donnait du travail. Voilà. Et ça, c'est excessivement choquant. Donc, j'ai retrouvé, j'ai photographié des communautés roms, donc, qui étaient dans des camps de réfugiés, en 1999, et j'en ai retrouvé certains à Belgrade, 10 ans plus tard, qui s'étaient expatriés, qui avaient quitté le Kosovo. J'ai aussi des photos de départ des Kosovo pour fuir la violence des Albanais, et qui vivaient comme des hommes cachés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'identité. Pourquoi au départ ils étaient yougoslaves, la Yougoslavie n'existant plus, ils n'avaient plus aucune identité valable, et ils vivaient toujours dans leur propre pays. Et à Belgrade notamment, on pouvait les voir, et on le voit dans certaines photos, ils vivaient sous des ponts, dans des forêts. C'est totalement invraisemblable. J'avais des interprètes qui étaient des Roms et qui m'ont aidé et qui m'ont amené, j'avais une interprète et qui m'a amené dans un endroit qui était ahurissant, et elle-même m'a dit un jour, j'ai vu un Rom qui marchait avec un caddie, je suis allé le voir parce qu'elle recherchait les enfants pour les scolariser, et je suis allé le voir. Et je lui ai demandé, mais où vous vivez? Il l'a amené dans une forêt qui était à Belgrade, à la limite de Belgrade. Et elle dit qu'elle avait été totalement sidérée de voir toute cette communauté qui vivait ici. Personne ne disait rien, personne ne les aidait. C'était des noms, voilà, c'était des zombies, c'était des ombres. Des hommes sans identité. Des hommes sans identité, oui, ça pourrait être le titre d'un film. Ça a été le titre d'un film, L'homme sans nom. Et donc j'ai continué à travailler en faisant plusieurs voyages dans la région, à travailler sur les Roms, et en photographiant, je me suis aperçu que c'était en faisant une utilisation transversale de mes photos, c'est-à-dire pas uniquement les Roms, mais de tout ce que j'avais photographié à côté, je me suis aperçu que c'était cette histoire, l'histoire de la disparition d'un peuple, la disparition d'un pays, et que c'était voilà ce que je t'ai lu tout à l'heure, des hommes qui n'avaient plus aucune existence légale puisqu'ils n'avaient plus de papier. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer. En fait, en faisant cette exposition et en extrayant ces images de toute la production que j'ai pu faire sur ces 2 années. D'accord, très bien. C'est effectivement quelque chose de très personnel que tu présentes. C'est ta manière de photographier, de vivre le photojournalisme. Et une question plus générale sur justement ce métier-là. Pour toi, c'est quoi les qualités humaines essentielles pour être photojournaliste? Alors, d'abord, je ne me considère plus aujourd'hui comme photojournaliste. Je l'ai été quand je travaillais uniquement pour la presse. Je suis photographe. D'accord. Tu vois, j'aime pas trop coller une étiquette sur photographe. Je suis photographe. Les qualités essentielles, je pense que c'est d'aimer les autres, c'est d'apprécier les hommes et de vouloir se rapprocher, d'essayer de les comprendre. Et à ce propos-là, je pense que la photo a été quelque chose qui m'a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce que c'est pas toujours évident de se rapprocher des gens au détour d'une rue, dans un voyage, etc. Et l'appareil photo m'a permis de faire ce pas et de me rapprocher des gens et peut-être de me cacher derrière. D'accord, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'accordes ici. Mais je t'en prie. C'est si tu as dans ton travail une photographie, une photographie que tu garderais, est-ce que tu pourrais nous la décrire? En fait, je crois que c'est une photographie que j'ai prise de mes parents. J'ai beaucoup travaillé sur mes parents, sur la vieillesse, sur la maladie d'Alzheimer de ma mère. Et avant que mon père ne meure, j'ai retrouvé des petits vieillards qui étaient très touchants. Et encore une fois, la photo m'a permis de me rapprocher d'eux. Et donc, j'ai fils unique, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Donc, voilà. Et un jour, je les ai photographiés à la porte de leur maison. La porte était entrouverte.
Mon père regardait, je pense, Lisa, ma femme. Ma mère était derrière, donc ma mère qui était déjà partie, qui était en robe de chambre. Et là, j'aime beaucoup cette photo parce que je les trouve beaux, je les trouve partis dans leur univers, notamment ma mère, et mon père qui est là à la porte. Je me suis dit, j'ai en face de moi deux petits vieux qui sont mes parents, mais qui sont très mignons, que j'ai pas forcément bien connu puisque je suis jeune, mais c'est nous tous, on est jeunes, puis quand on veut prendre son envol, on prend son envol, et puis on part, et puis on revient, je venais les voir, etc. Et là, j'avais l'impression de les découvrir dans leur vieillesse. J'ai passé ma vie à voyager, et d'un seul coup, je suis revenu à quelque chose qui finalement est très important, c'était eux. Donc cette photo est pour moi très très symbolique. Et voilà, je la trouve très belle. Ouais. Je la trouve très belle, très émouvante. Alors émouvante parce que ce sont mes parents. Et j'en ai fait beaucoup d'autres qui pouvaient être émouvantes dans les rapports, bien sûr, que j'avais avec eux et avec leur accord tacite, que je puisse les photographier. Mon père, il n'y avait pas de problème. Ma mère, même si elle avait perdu un peu la raison, m'adorait et je sais qu'elle n'aurait jamais dit non, de toute manière. Donc cette photo est vraiment une photo qui m'émeut. Voilà. Je fais cette question-là parce que je fais le lien justement avec une des phrases que tu donnes dans le livre que tu vas sortir bientôt. Tu me corriges si je me trompe, mais où tu poses la question: qu'est-ce que c'est que la mémoire, si ce n'est une photographie qui nous reste en tête? Que reste-t-il de notre mémoire si ce n'est une photographie? Et là, on revient sur les albums de famille des anciennes générations où on regardait, on ouvrait les albums et puis on voyait des photos, des vieilles photos qui étaient biscornues, qui étaient mal cadrées, dont certains photographes se sont inspirés pour faire une photographie plus moderne et qui étaient des véritables, aujourd'hui ce sont des véritables objets. Ouais. C'est absolument magnifique et souvent c'est ce qui reste. Tu vois, mes grands-parents déportés, on a très peu de photos d'eux. Ma mère a toujours gardé la photo de mariage de ses parents, ouais. Qu'elle avait que je lui avais mis sur la table de chevet en maison de retraite. Elle savait plus qui c'était, mais ça n'avait pas d'importance, ils l'ont accompagnée jusqu'au bout. Donc la mémoire, c'est la photographie. La photographie, c'est la mémoire. Merci beaucoup, Alain. Je t'en prie. Merci. Vous pouvez retrouver le travail d'Alain Keller sur son blog. Et l'actualité, c'est aussi un livre en préparation. Oui. Un petit mot par rapport à ça? Alors, le blog s'appelle Journal d'un photographe et on va éditer un livre qui va être un gros livre, qui va être une sorte de monographie qui va faire 350 pages et qui va reprendre ma vie de photographe en 3 parties. La première partie, c'est avant. C'est-à-dire c'est quand je suis encore un amateur et que je commence à faire mes premières photos qui me plaisent. Ensuite, il y a la période Sigma professionnelle qui est très riche en événements. Et ensuite, la troisième partie, c'est la période quand je sors de mes années d'agence, quand je suis indépendant ou que j'appartiens à Odyssée ou à Myope et que je fais un travail personnel qui est accompagné tout au long de photos de mes parents puisqu'ils m'ont accompagné. Voilà, ils m'ont accompagné tout le temps, y compris d'une partie où il va y avoir les polaroïdes que j'ai fait de ma mère quand elle était en maison de retraite, que je datais tous les jours, avec un journal que j'ai écrit pendant la fin de sa vie. D'accord. Donc ça s'appelle Journal d'un photographe. Journal d'un photographe, qui va sortir septembre, octobre Il sort fin octobre, donc début novembre, aux éditions de Juillet. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous dis à très vite. Vous savez qu'on peut se retrouver sur YouTube, mon compte Photorapporteur, et sur Facebook, Photorapporteur. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!